En Caroline du Nord, un homme se meurt d'un mal mystérieux. J'étais terrifiée. Je ne voulais pas perdre mon père. Les symptômes d'une violence terrifiante surviennent sans crier gare. Et l'homme lutte contre la mort. On tâchait de le maintenir en vie pour essayer de comprendre ce qui se passait. Les médecins tentent désespérément d'identifier le mal sournois qui ronge leurs patients à petit feu. Novembre 1988. Le révérend Dwight Moore et sa fiancée, Blanche Taylor, doivent se marier dans quelques semaines. Mais le révérend se sent brusquement mal. Il est victime d'un malaise comme il n'en a jamais eu auparavant. Il est assailli par des nausées et des vertiges. Sa vision se brouille. Une douleur fulgurante lui coupe le souffle et un haut-le-cœur lui soulève l'estomac. Le pasteur vomit du sang. Blanche le conduit en toute hâte aux urgences du Alamance County Hospital. J'avais horriblement mal. Je ne crois pas avoir jamais éprouvé de crampes et de nausées aussi douloureuses. La fille du pasteur se souvient de ce jour-là. On était très inquiets. On voulait savoir ce qu'il avait pour le soigner au mieux. Les médecins remarquent des symptômes troublants. Le pasteur est pâle, faible et incohérent. Son ventre gonfle dans des proportions inquiétantes. Ils avaient fait des tests et conclu à une occlusion intestinale. Les médecins doivent l'opérer immédiatement. La masse qui bloque les intestins est grosse comme le poing. Naturellement, quand on entend le mot masse, ça fait peur. Alors, notre première réaction a été de penser au cancer. Mais après l'intervention, les médecins sont perplexes. Ils ont dit qu'ils avaient exploré l'ensemble de ses intestins et qu'ils n'avaient rien trouvé, aucune occlusion. Quand on a appris que les médecins n'avaient rien trouvé, ça m'a paru bizarre. On est resté sur une incertitude. Ils ne savaient pas vraiment ce qui avait provoqué la crise. Phénomène étrange, la maladie du révérend a disparu aussi brusquement qu'elle était apparue. Comment une masse de la taille d'un poing a-t-elle pu se résorber aussi vite? Et si ce n'est pas un cancer, de quoi s'agit-il donc? Je n'avais pas d'explication. J'avais toujours été en bonne santé et je n'avais jamais rien eu tel. C'était le mystère complet. Après l'intervention, l'état du révérend Moore s'améliore rapidement et il retrouve l'appétit. Blanche lui confectionne des petits plats qui le changent agréablement de la nourriture insipide de l'hôpital.
Il avait pratiquement retrouvé son état normal. Mais ce n'est que le début de ces troubles étranges. 3 semaines plus tard, le révérend Moore est victime des mêmes symptômes. De nouveaux clichés radiologiques montrent un amas tumoral bloquant l'appareil digestif. Le patient est conduit en toute hâte au bloc opératoire. Il n'était même pas remis de la première opération. Je ne sais plus exactement combien de temps s'était écoulé, mais pas assez pour justifier qu'il soit réopéré aussi vite. Ils avaient dit que ce serait une opération de routine qui devait durer entre 30 et 45 minutes. On attendait tous ensemble dans la salle d'attente depuis 1 heure ou 1 heure et demie et aucun chirurgien n'est encore venu nous parler. Environ une demi-heure plus tard, les médecins sont venus nous dire que c'était très bizarre, qu'ils avaient exploré ses intestins dans les moindres recoins et qu'ils n'avaient pas trouvé d'occlusion. Tout avait soudain disparu et ils n'y comprenaient rien. On ne savait pas ce qui se passait, pourquoi il était malade. On espérait juste qu'il s'en sortirait. Pour la seconde fois en moins d'1 mois, l'appareil digestif du pasteur Moore est la proie d'un mal fulgurant. Quelle peut être la cause de ces symptômes qui le terrassent puis disparaissent brusquement? Serait-ce une maladie encore inconnue? Les médecins ont-ils négligé une piste? Après avoir subi le traumatisme de 2 interventions successives, le pasteur est si malade qu'il est incapable de s'occuper de lui-même. Et les médecins ignorent toujours la nature du mal dont il souffre. Après la seconde opération de Dwight, on a décidé de l'accueillir chez nous en convalescence. Il était très faible et encore sous contrôle médical. Il savait qu'il avait besoin d'aide. Blanche voulait qu'il revienne chez lui et la laisse s'occuper de lui. Mais il a refusé car tous deux n'étaient pas encore mariés, qu'il était pasteur et que ça ferait mauvais effet. Il est donc venu chez nous. La séparation crée des tensions entre le pasteur et sa fiancée. Pendant les 3 semaines que j'ai passées chez eux, Blanche ne m'a pas appelé une fois. Mais elle a peut-être de bonnes raisons pour cela. 2 ans plus tôt, elle a été très affectée par la mort de son précédent ami de cœur suite à une grave maladie. Elle m'avait dit que c'était juste une amitié qui durait depuis des années. Et peu après qu'on ait commencé à se confier l'un à l'autre, Raymond Reed est tombé malade et il a été hospitalisé. Le pasteur, qui connaissait Reed, a été peiné par sa mort, mais Blanche en a été anéantie. Peut-être craint-elle d'être la proie du mauvais sort. Après avoir passé plusieurs semaines chez sa sœur, le révérend Moore va beaucoup mieux. Il n'avait pas repris tout son poids, mais il mangeait bien. Il récupérait et se sentait beaucoup mieux. Comme tout allait bien, il est rentré chez lui. C'était peu après le 1er de l'an. La santé du révérend s'améliore peu à peu. Et le couple est bientôt à nouveau réuni. Vers la mi-février, tout était pratiquement rentré dans l'ordre. Alors, on a reparlé de nos projets de mariage. Mais ce n'est qu'un répit. 4 mois plus tard, le révérend Moore est de nouveau victime des mêmes terribles symptômes. Il est transporté d'urgence au Memorial Hospital de Chapel Hill, en Caroline du Nord. Je reçois un coup de téléphone de Blanche tard un soir. Et elle me dit qu'il est très malade.
Il faut que je me rende à l'hôpital au plus vite. Le docteur Jonathan Cerodi, interne en 3e année de médecine, accueille le patient. On a consulté le dossier établi par l'hôpital d'Alamance County et ce qui nous a surpris, c'est que le patient avait été en bonne santé jusqu'à l'automne de l'année précédente. Il avait traversé de longs mois d'hiver en relative bonne santé et là, au printemps, il était repris des mêmes symptômes. L'étrange maladie du révérend Moore aurait-elle un caractère saisonnier? Souffre-t-il d'un mal sournois qui le tue à petit feu? Pendant des mois, les médecins vont se perdre en conjectures sur son cas. Désormais, une chose est claire, ils doivent résoudre ce mystère, et vite, sinon le pasteur risque la mort. En mai 1989, en Caroline du Nord, le révérend Dwight Moore est transporté d'urgence au Memorial Hospital en proie à un mal mystérieux que les médecins ne parviennent pas à identifier. J'ai demandé à une de mes amies infirmières de téléphoner au Chapel Hill Memorial. Elle m'a rappelé tout de suite et m'a dit « Tu dois y aller immédiatement. » C'est vous dire si c'était grave. Au cours des 7 derniers mois, Moore a eu plusieurs crises inexpliquées. De brusques et violents accès de nausées et de vomissements ont ravagé son organisme, le conduisant au bord du gouffre. Tandis que les médecins recherchent fébrilement la cause de son mal, son épouse Blanche demeure fidèlement à ses côtés. Tous deux ne sont mariés que depuis 1 mois, quand les symptômes recommencent. À son arrivée, il était malade, mais dans un état stable. Il était encore capable de parler, de marcher et de manger. Quand Dwight était à Chapel Hill, j'avais une grande confiance dans les médecins de cet hôpital. J'étais sûre qu'ils allaient découvrir l'origine de sa maladie, parce qu'il avait toujours été en très bonne santé. Je ne comprenais pas comment il pouvait avoir brusquement contracté une maladie que personne n'arrivait à soigner. Le docteur George Sanders recueille tous ses antécédents médicaux. Il disait qu'il avait eu des accès de nausées si violents qu'il devait aller aux urgences. Moore explique que son état s'est progressivement amélioré pendant l'hiver et qu'au printemps, il a pu reprendre ses activités de pasteur dans son comté. Il a même pu aller voir son fils au New Jersey. C'est là que Doug Moore a rencontré sa jeune belle-mère pour la première fois. C'était une personne pétillante et pleine de dynamisme. Je me suis dit qu'elle conviendrait très bien à mon père, qui est plutôt du genre calme et discret. Je me suis aussi dit, c'est intéressant, ils ont des personnalités différentes. Ça va faire du bien à mon père et le stimuler un peu. Mais quelques jours plus tard, les étranges symptômes recommencent. On est rentré chez nous. Le lendemain, j'ai recommencé à travailler dans le jardin. Je me sentais parfaitement bien. Et au bout de quelques heures, j'ai eu une nouvelle crise, pire que jamais. Ça a commencé peu après le repas. Quel est donc ce mal qui s'attaque au pasteur avec une telle virulence? Tous les symptômes indiquaient un sepsis, c'est-à-dire une infection massive de la circulation sanguine. Quand un sujet contracte une infection, elle est généralement causée par une bactérie qui envahit la circulation sanguine. Mais il arrive que le sepsis soit provoqué par un autre phénomène. Par exemple, la chimiothérapie qui entraîne une baisse du nombre de globules blancs et expose le sujet aux infections. Mais dans ce cas précis, nous n'avions aucune explication. Les médecins sont perplexes. Quelle peut être la cause de cette infection fulminante? On a fait des cultures du sang et des urines, et on lui a donné divers antibiotiques pour combattre tout type d'infection.
Les médecins surveillent aussi sa tension artérielle et son état respiratoire, qui ont beaucoup fluctué au cours de ses séjours à l'hôpital. Le révérend Moore ne trouve du réconfort que lors des visites quotidiennes de sa nouvelle épouse, Blanche. Hello there. Guess what I brought you? Blanche était très empressée, gentille, attentionnée. Chaque fois qu'il était à l'hôpital, elle était là. Doug Moore vient de New York pour être auprès de son père. Nous étions tous dans la salle d'attente à nous demander ce qu'il avait et pourquoi il était si malade. Mon frère est chimiste. Il était capable de discuter avec les médecins, de mieux comprendre ce qu'ils disaient pour nous le traduire clairement. Les médecins surveillaient ses signes vitaux qui étaient anormaux et cela les inquiétait. Ils faisaient tout leur possible pour maintenir ses fonctions vitales. Entre nous, nous n'avons jamais parlé de ce qui se passerait si papa mourait. On n'a jamais abordé ce sujet. On n'en parlait même pas car c'était une chose impensable. Mais l'impensable est en train de devenir réalité. Le révérend Moore se bat pour rester en vie et ses médecins ne parviennent pas à comprendre ce qui est en train de le tuer. Plus tard dans la journée, il est devenu confus et sa tension artérielle s'est mise à chuter. Ses poumons se remplissaient de fluide et sa tension était dangereusement basse. Pourquoi l'état du pasteur s'est-il brusquement aggravé de façon aussi inattendue? On ne savait pas ce qu'il avait. Apparemment, les médecins n'avaient toujours pas réussi à trouver et son état ne cessait d'empirer. Nous étions très inquiets. Nous ne savions pas ce qui se passait. Cela avait commencé par des nausées, des vomissements, puis il était tombé très malade. On n'y comprenait rien. C'était bizarre. Enfin, le cœur repart, puis retrouve un rythme normal. D'habitude, quand la tension artérielle chute comme ça, c'est le symptôme d'une infection généralisée dans le sang, qu'on appelle sepsis. Son état mental se détériorait. Quand on devient inconscient, on risque de régurgiter le contenu de l'estomac dans les poumons. Pour protéger ses bronches, on a dû le placer sous respirateur. Quand on est allé aux soins intensifs, je n'avais jamais vu quelqu'un si malade de toute ma vie. Je n'avais jamais vu quelqu'un sous respirateur non plus. Il ne pouvait pas parler et il était à peine conscient. Nous n'avions l'autorisation de le voir que 15 minutes toutes les heures. C'était bref et tendre. On lui tenait la main en lui disant qu'on l'aimait très fort et qu'il allait guérir. L'état du pasteur se stabilise. Mais les médecins, qui y perdent leur latin, craignent que les choses n'empirent à tout moment. Ils demandent l'aide de Blanche, l'épouse du pasteur, pour tenter d'identifier la substance responsable. Nous penchions pour une exposition saisonnière à un produit qu'il aurait utilisé pour jardiner en automne et au printemps. Car ce qui était troublant, c'est qu'il avait traversé une longue période de 3 ou 4 mois d'hiver sans aucun problème. Blanche déclare au médecin que son mari adore s'occuper du jardin. Apparemment, il jardinait beaucoup, car il avait de nombreux pesticides. Il aurait pu y avoir une explication logique puisque mon père a grandi dans une ferme et que le jardinage a toujours été l'un de ses passe-temps préférés. Il aimait les belles pelouses et d'ailleurs, il a toujours eu une pelouse impeccable. Juste avant d'être hospitalisé, le révérend a passé l'après-midi à traiter des pissenlits par pulvérisation dans le jardin du presbytère.
Il a pulvérisé de l'insecticide sur ses plantes, puis il est rentré, s'est mis à table et a mangé. Et quelques minutes plus tard, il a été pris de nausées et de vomissements. De nombreux pesticides contiennent des métaux lourds potentiellement toxiques. Est-ce cela qui est à l'origine des symptômes du pasteur? Les paumes du malade présentent une série de petites lésions en creux, ce qui peut indiquer un fort empoisonnement aux métaux lourds. Le Dr Sarodi et d'autres membres de l'équipe ont pensé qu'il fallait lui faire des tests de recherche de métaux lourds pour savoir s'il avait été exposé au plomb, à l'arsenic ou au mercure. Et ils m'ont aussi demandé d'appeler le toxicologue de Chapel Hill pour discuter du cas avec lui. Les médecins tiennent enfin une piste. Le révérend Moore se serait-il empoisonné à son insu? Le toxicologue nous a dit qu'en Caroline du Nord, un grand nombre de composés chimiques étaient utilisés comme pesticides ou fertilisants. Nous avons demandé à Blanche, sa femme, de nous apporter tous les produits chimiques, solvants et autres composés qui se trouvaient chez eux pour vérifier s'ils ne s'étaient pas empoisonnés accidentellement avec un de ces produits. Les médecins veulent ainsi comparer les taux de poison dans son sang à ceux de ses produits. Mais le temps presse. Il faudra plusieurs jours pour obtenir les résultats des analyses toxicologiques et le pasteur ne tiendra peut-être pas jusque-là. Le plus stressant, c'était d'être assis pendant des heures dans cette salle d'attente sans rien savoir. J'avais peur. À ce stade, j'étais terriblement inquiète. Arrive enfin le 13 mai. Les cultures sanguines ont montré des résultats positifs au staphylocoque doré. Celui-ci peut provoquer une chute de la tension artérielle, une baisse de la fonction urinaire et tous les signes et symptômes du sepsis. On croyait avoir enfin compris ce qui se passait. L'infection bactérienne est une pathologie très commune qui peut avoir diverses origines. C'est peut-être l'explication des mystérieux symptômes du pasteur. Mais comme les médecins sont sur le point de le découvrir, la cause de ces troubles est tout sauf commune. J'ai alors reçu un appel du laboratoire de toxicologie. Les médecins sont abasourdis par les résultats. En un instant, toute l'équipe médicale est en état d'alerte. On a bouclé le service. Plus personne ne pouvait y entrer ou en sortir. Le pasteur Moore court un grave danger. Si les médecins veulent le sauver d'une mort certaine, il n'y a pas une minute à perdre. Les médecins pensent avoir identifié la terrible maladie qui menace la vie d'un pasteur de Caroline du Nord. Les résultats des analyses toxicologiques tant attendues sont terrifiants. On a informé la famille. On a parlé à sa femme, à certains de ses enfants et à sa sœur. Le docteur a dit « J'ai quelque chose à vous dire ». Il a ajouté que mon père présentait les taux d'arsenic les plus élevés qu'il ait jamais vus. Les médecins soupçonnent que le pasteur est tombé malade après avoir été empoisonné par une substance mortelle, l'arsenic. Je me souviens avoir dit « Qu'est-ce que vous racontez? De l'arsenic ?» Pour nous, cela expliquait à la fois ses troubles depuis l'automne de l'année précédente et ses troubles actuels. L'origine des terribles symptômes est enfin éclaircie. Mais comment expliquer des taux d'arsenic aussi élevés?
C'était un cas typique d'empoisonnement à l'arsenic ayant entraîné une infection. L'empoisonnement à l'arsenic provoque un affaiblissement des défenses immunitaires, ce qui prédispose le sujet aux infections, à de multiples nausées avec vomissements et douleurs abdominales. Et le patient présentait en outre des lésions cutanées révélatrices. Ses paumes étaient parsemées de petites lésions caractéristiques d'un empoisonnement à l'arsenic. À la radiographie, l'arsenic provoque une opacité qui ressemble à une tumeur dans l'estomac ou les intestins. Mais il est rapidement absorbé dans la circulation sanguine, ce qui explique qu'au moment d'opérer le patient, la tumeur avait disparu. Ces taux d'arsenic dépassaient tout ce qu'avait jamais vu le laboratoire qui effectue ces tests aux États-Unis. Après coup, ils ont dit qu'ils avaient trouvé dans son organisme assez d'arsenic pour tuer un cheval. Nous étions sidérés d'une part par la quantité d'arsenic qu'il présentait et d'autre part parce que notre toxicologue avait vu juste en soupçonnant un empoisonnement à l'arsenic. Pour éliminer tout risque d'erreur, le laboratoire répète les tests toxicologiques. Les résultats sont identiques. Ayant quelques connaissances en chimie, je sais que l'arsenic ne se trouve pas en grande quantité dans l'environnement et que pour afficher une telle concentration, il doit forcément avoir été administré par quelqu'un. On a dit à la famille, c'est effectivement une explication à la présence de l'arsenic, mais il ne faut négliger aucune piste. Apportez-nous tous les pesticides dont ils se servaient. Ils nous ont apporté 20 flacons. Les toxicologues analysent un par un les flacons retrouvés chez le pasteur. Ils font alors une découverte étonnante. Nous avons cherché de l'arsenic dans chaque flacon, mais aucun n'en contenait. Le laboratoire nous a dit qu'il était impossible que ce patient présente une telle quantité d'arsenic, à moins qu'il ait été administré par un tiers. Nous ne soupçonnions personne en particulier. Mais comme cela s'était passé sur une longue période depuis l'automne, il était évident que c'était le fait de quelqu'un de l'entourage immédiat du pasteur. Qui était-ce? On l'ignorait. Les docteurs Sanders et Cerrodi alertent le service de sécurité et les autorités de l'hôpital. Quand les dirigeants d'hôpital ont compris qu'il avait été empoisonné délibérément, ils ont réagi très vite. Ils ont posté des gardes-malades à son chevet 24 heures sur 24. Personne ne pouvait rester dans la pièce sans la présence de gardes-malades qui se relayaient jour et nuit. Il n'était pas question de le laisser seul à seul avec des amis ou des membres de la famille avant qu'on ait réussi à découvrir qui l'empoisonnait. Blanche en était contrariée. Elle disait, « On a besoin de discuter de certaines choses et on n'a aucune intimité. » Les médecins appellent la police. La police d'État est arrivée très peu de temps après que les médecins nous aient informés de la situation. Les policiers ont commencé à nous questionner. On était tous stupéfaits. On se demandait comment et pourquoi ça avait pu se produire. Dans quel piège mon père était tombé. C'était évidemment un choc. Dans ce genre de situation, les premiers suspects sont les gens qui sont les plus proches de vous. Les autorités nous ont dit qu'étant donné la quantité d'arsenic retrouvée dans l'organisme du révérend Moore, seule une personne très proche de lui, comme sa femme, aurait pu lui administrer de telles doses. Pourtant, Blanche et lui semblaient en parfaite harmonie. Il venait de l'épouser et personne dans sa famille ou parmi ses proches n'avait remarqué de problème dans leur couple. Quand il y a tentative de meurtre, le conjoint est toujours le suspect numéro 1. Mais Blanche fait une meurtrière bien improbable. Les enquêteurs ne voient rien de suspect dans son comportement
et aucun mobile au crime. Elle s'est occupée du pasteur avec amour et dévouement tout au long de sa maladie. Je n'avais pas le sentiment que Blanche était à la recherche d'un homme qui avait beaucoup d'argent. Un pasteur ne gagne pas grand-chose. Ils habitaient dans le presbytère près de l'église et cela semblait convenir parfaitement à Blanche. Elle n'était pas du genre à aimer sortir ou à vouloir que mon père lui achète une belle maison, une voiture de luxe ou quoi que ce soit d'autre. Elle semblait avoir des goûts simples. Mais si ce n'est pas sa femme, qui d'autre a pu empoisonner le pasteur? La police interroge Blanche. Au policier, elle fait part de ses doutes concernant un membre de la famille, Doug Moore. Le fils de Dwight travaillait dans une entreprise qui fabriquait toutes sortes de médicaments et de produits chimiques. Il pouvait donc avoir accès à diverses substances. Blanche a prétendu qu'il existait un conflit entre mon père et moi, ou que nous étions en froid à cause d'une vieille histoire. Confrontés à des versions contradictoires, les enquêteurs décident d'interroger le révérend. Il refuse de le croire. Ni son fils ni sa femme n'ont pu commettre un tel crime. Je n'ai jamais eu le moindre soupçon, pendant toute cette période, que quelqu'un essayait de me faire du mal. Il raconte aux enquêteurs que quelques semaines auparavant, il est allé avec sa femme passer 2 ou 3 jours chez son fils. La date est importante aux yeux des enquêteurs, car c'est peu après ce voyage que les crises ont recommencé. Les jours qui suivent sont éprouvants pour les membres de la famille Moore. Soupçonnés à la fois par le personnel hospitalier et par la police, ils savent que tous leurs faits et gestes sont épiés. Et si les médecins ont remporté un succès en découvrant la présence d'arsenic, ils ne sont pas au bout de leur peine, car il leur faut encore débarrasser l'organisme du pasteur de son poison mortel. La chélation est la seule thérapie efficace contre un empoisonnement à l'arsenic. Le traitement consiste à injecter dans le sang du patient des ions qui se fixent aux molécules d'arsenic et aident le corps à les éliminer. Mais le traitement est extrêmement douloureux. Nous avions de la peine pour le révérend Moore, dont l'état ne cessait d'empirer, ce qui, à l'évidence, était dû à l'empoisonnement à l'arsenic. Il commençait à avoir du mal à marcher et à garder son équilibre. Le pasteur se plaint aussi de fourmillements dans les pieds et le bas des jambes, symptômes typiques des stades ultimes de l'empoisonnement à l'arsenic. Certes, les médecins ont résolu l'énigme médicale, mais ils craignent que le traitement ne vienne trop tard pour le révérend Moore. On a un sentiment d'impuissance totale. On ne peut rien faire pour aider. Sinon, prier autant qu'on le peut. Un dimanche après-midi, Blanche a voulu que nous allions dans la chapelle et elle a fait une prière magnifique. Je me souviens notamment d'une chose. Elle ne voulait pas être égoïste en priant uniquement pour Dwight. Elle a tenu à prier pour tous les malades de l'hôpital. Pendant que les membres de la famille du pasteur sont regroupés autour de lui, une question les taraude. Qui peut donc lui vouloir du mal? On se demandait qui avait fait ça. On se regardait les uns les autres en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Face à cette situation, j'étais bien obligé de me demander qui avait le plus facilement accès à papa, qui en était le plus proche. À ma connaissance, il n'y avait qu'une seule personne.
Je savais que ce n'était pas moi. Je savais que ce n'était pas mon frère. On sentait tous qu'il devait y avoir une explication logique à la présence d'arsenic. Qui aurait pu vouloir du mal à mon père? Médecins et enquêteurs mettront un certain temps à répondre à cette question. Mais ce qu'ils vont découvrir est encore plus terrifiant que tout ce qu'ils ont pu imaginer. Victime d'un grave empoisonnement à l'arsenic, le révérend Dwight Moore se bat pour rester en vie et les médecins tentent tout pour le sauver. Mais il leur faut démasquer le coupable. Qui a essayé de tuer le pasteur? Et pourquoi? Les enquêteurs contactent le bureau du procureur pour l'informer des lents progrès de l'enquête. Traquer un meurtrier aussi retors n'est jamais chose facile. Le profil psychologique de l'empoisonneur n'est pas sans rappeler celui du poseur de bombes, en ce sens que l'empoisonneur n'a pas à agresser ouvertement sa victime. Il peut même se montrer gentil et aimant à son égard. Il peut feindre de l'aider, de s'en occuper, etc. Ce sont plutôt des femmes qui commettent ce genre de crime, parce qu'en général, elles n'aiment pas recourir à l'agression physique. Le crime par empoisonnement requiert un sens aigu de la précision et de l'organisation. Souvent, l'auteur tue sa victime à petit feu, sur des semaines ou des mois. La police dispose de plusieurs suspects, mais d'aucune piste sérieuse. La première suspecte est rapidement mise hors de cause. Il s'agit de l'ancienne petite amie du pasteur, qui vit désormais en Virginie. Plusieurs témoins confirment sa présence dans cet état au cours des derniers mois. Mais tout à coup, le pasteur se souvient d'un détail troublant. Je me rappelle avoir répondu à la question « Savez-vous si une personne proche de Blanche a eu une maladie peu commune ou est morte dans des circonstances mystérieuses? » Or, Raymond Reed était mort d'un syndrome de Guillain-Barré. Les policiers demandent au Dr John Butts, médecin légiste en chef de Caroline du Nord, de consulter le certificat de décès de Raymond Reed. Le syndrome de Guillain-Barré affecte le système nerveux et ses symptômes sont très similaires à ceux de l'empoisonnement à l'arsenic. Les malades souffrent d'une neuropathie périphérique, c'est-à-dire de troubles qui touchent d'abord les nerfs des doigts et des mains, puis gagnent le reste du corps. Ces symptômes ressemblent beaucoup à ceux qui affectent le pasteur Moore. Et Reed, exactement comme Moore, présentait de curieux symptômes et avait fait plusieurs séjours à l'hôpital. Blanche lui était toute dévouée et évoquait fièrement les petits plats qu'elle lui confectionnait à la maison, exactement comme elle le fera plus tard avec le pasteur Moore. Le rapport des infirmières précise qu'elle apportait souvent à Reed du gâteau aux bananes et des milkshakes au beurre d'arachide. Quand j'ai reçu les dossiers médicaux, j'ai été frappé de voir que cela correspondait parfaitement à un empoisonnement à l'arsenic. Reed avait été admis à l'hôpital environ 4 mois avant sa mort et présentait les symptômes aigus de ce qui avait été décrit comme une gastro-entérite. En 4 mois, l'état de Reed ne cesse de se détériorer. Ses poumons se remplissent de liquide. Son rythme cardiaque devient irrégulier. Il est atteint d'infection généralisée. Le 7 octobre 1986, il meurt. Aucune autopsie ne sera pratiquée.
J'ai écrit au procureur de l'État qu'il existait une forte probabilité que M. Reed soit mort par empoisonnement à l'arsenic et qu'une exhumation du corps nous permettrait de le déterminer avec certitude. Suite à ma recommandation, le procureur a présenté une requête auprès du juge qui a autorisé l'exhumation. Une de nos préoccupations en pareil cas, c'est toujours l'état dans lequel se trouve le corps, car moins il est décomposé, meilleures sont les chances d'obtenir des résultats fiables. Le corps de M. Reed était encore en très bon état de conservation. Il présentait ce qu'on appelle des stries de mise, c'est-à-dire des lignes blanchâtres transversales sur les ongles des doigts, et on en a retrouvé aussi sur ses orteils. C'est typique de l'empoisonnement à l'arsenic. Est-ce l'indice déterminant qui permettra de découvrir qui essaie de tuer le révérend Moore? On a procédé à des prélèvements de cheveux et de tissus, dont l'analyse a montré que Raymond Reed était mort par empoisonnement à l'arsenic. La police enquête aussi sur les circonstances de la mort du premier mari de Blanche. Quand on a mesuré l'arsenic dans ces tissus, il y en avait en quantité très importante. En fait, il y avait là une dose mortelle. 3 personnes qui présentent des concentrations quasi mortelles d'arsenic, ça ne peut pas être une coïncidence. S'il ne s'était agi que d'une personne, on aurait pu conclure à un accident. Mais 2 personnes, 3 personnes, non. L'étau se resserre autour du seul suspect désormais possible. Blanche Taylor Moore est arrêtée en 1989 et inculpée du meurtre de Raymond Reed. Elle sera condamnée à mort. Déjà condamnée pour le meurtre de Reed, elle ne sera pas jugée pour la tentative de meurtre contre le révérend Moore, ni contre son premier mari. Nous étions évidemment choqués, anéantis de penser qu'une gentille dame comme ça soit capable d'une chose pareille. Je l'ai détestée pour cela. Je l'ai vraiment haï. Comment a-t-elle été capable d'une chose pareille que lui avait fait mon père, sinon l'aimer? Je ne me souviens pas avoir éprouvé de la colère contre elle. Je n'en tire aucune vertu. Le révérend Dwight Moore a survécu, mais n'a jamais totalement recouvré la santé. Près de 20 ans plus tard, il souffre toujours d'atteintes neurologiques dans les membres et ses mains n'ont jamais retrouvé leur pleine sensibilité. J'éprouve surtout un sentiment de tristesse, que tout ceci soit arrivé, que sa vie soit un tel désastre. Les enquêteurs pensent que Blanche a commencé à empoisonner le révérend Moore de la même façon qu'elle l'avait fait avec Raymond Reed, en préparant ses repas. Potage, milkshake, gâteaux, sandwichs, partout elle versait de l'arsenic provenant vraisemblablement d'un insecticide pour fourmis. Elle avait tué Raymond Reed pour son argent, après l'avoir convaincu de faire d'elle la bénéficiaire de son assurance-vie. Mais le mobile qui l'a poussé à empoisonner le révérend Moore reste obscur. Lunch is ready. Je crois que personne n'arrivera jamais à expliquer ce qui motivait Blanche, sauf si elle le révèle un jour. Et je ne suis même pas sûr qu'elle le sache très bien elle-même. Les enquêteurs pensent aussi que Blanche a poursuivi ses diaboliques desseins jusque dans l'enceinte de l'hôpital. I brought you some homemade pudding. Cela pourrait expliquer les brusques rechutes qui ont mystifié les médecins et conduit le révérend Moore à 2 doigts de la mort. How's that? All right, look straight ahead. Elle est capable à la fois d'aimer et de haïr la même personne. Elle est capable d'épouser quelqu'un,
de lui porter un toast au champagne d'une main tout en lui versant de l'arsenic dans son verre de l'autre, et sans y voir la moindre contradiction. Aujourd'hui, le révérend Moore est remarié et exerce dans une petite église de campagne en Virginie. Pour les médecins, qu'il ait pu survivre à de telles doses d'arsenic relève du miracle. J'avais tellement d'arsenic dans mon organisme que j'aurais dû logiquement en mourir. Je suis donc reconnaissant à Dieu de m'avoir permis de guérir et d'avoir épargné ma vie.